Il est possible que vous receviez en séance des enfants qui souffrent d'énurésie. L'énurésie, c'est quoi? C'est quand l'enfant fait encore pipi au lit. Il faut savoir que chaque enfant est unique et a son propre rythme par rapport au contrôle de la vessie. Il y a ceux qui vont être propres vers 2-3 ans et ceux qui ne le seront que vers 8-9 ans. Il n'y a donc pas d'âge limite d'incontinence. L'important est de déterminer là où les raisons émotionnelles, en tout cas qui en sont la cause. Dans ce chapitre, je vais dresser une liste non exhaustive des raisons qui peuvent induire chez l'enfant une énurésie. Je vais regrouper l'ensemble des données que j'ai pu collecter au cours de ces 12 dernières années. Dans un premier temps, il va être important de dire à l'enfant et donc aux parents que l'enfant ne le fait pas exprès. Et je vais vraiment me tourner vers les parents à ce moment-là en disant que ça va être inutile de le gronder, que ça va être inutile de le faire culpabiliser, de le rendre responsable de la situation. Chantage et punition n'y feront rien, c'est vraiment un mécanisme qui va au-delà de la conscience. Parce qu'on peut vraiment se retrouver avec des parents qui n'en peuvent plus, qui en ont marre de changer les couches et qui vont s'énerver en fait. Et c'est important de leur demander qu'est-ce que ça fait chez vous quand votre enfant fait pipi au lit? C'est quoi les peurs derrière? Dernièrement, j'ai une patiente qui m'a dit en fait j'ai peur qu'on se moque de lui. J'ai peur qu'il soit pas invité aux fêtes ou aux nuits pyjama là. Et en fait, c'était chez elle, hein. L'enfant, lui, ça allait très bien, c'était ok pour lui d'aller chez son copain et sa copine, même s'il portait une couche. J'ai même des enfants qui viennent en séance et qui me disent « Non mais en fait, moi j'ai pas envie d'arrêter de faire pipi au lit ». Il peut y avoir vraiment plein de raisons inconscientes à ce que l'enfant fasse encore pipi au lit. Donc c'est important, des fois, d'aller voir qu'est-ce que ça vient chatouiller chez les parents. L'enfant, il est toujours là pour titiller nos blessures, donc ça peut être intéressant de creuser là-dessus, de déculpabiliser l'enfant. Il faut savoir que nous estimons environ qu'à 5 ans, l'enfant a une maturité suffisante pour contrôler sa vessie la nuit. C'est la raison pour laquelle on va parler d'énurésie à partir de cet âge-là. La première chose que je vais faire avec l'enfant, c'est de le rassurer et lui dire qu'il n'est pas seul à faire pipi au lit. Généralement, dans la classe en primaire, il y a 1 à 2 élèves qui font encore pipi au lit. Donc ça, rien que ça, le fait de savoir qu'il n'est pas tout seul, ça va vraiment le soulager. Et puis je vais lui dire qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Je vais lui dire, écoute, j'ai jamais vu de personnes au collège qui font encore pipi au lit. Donc à un moment donné, ça va s'arrêter. Généralement, avant la fin de l'école primaire. Là aussi, ça permet de rassurer. L'enfant, lui, il ne sait pas que ça va s'arrêter. C'est un peu comme les émotions. L'enfant, il ne sait pas qu'une émotion va s'arrêter. Et puis souvent, j'aime bien dire à l'enfant que c'est comme s'il avait trop d'émotions à l'intérieur de lui et que la vessie, c'est comme si ça contenait les émotions et que s'il y a trop d'émotions, ça va sortir et que le corps décide de faire pipi la nuit. Et vraiment de lui dire qu'il ne peut rien faire par rapport à ça, il ne peut pas contrôler, ce n'est pas de sa faute. Il ne peut pas faire en sorte de ne pas faire pipi la nuit. Donc après, il peut faire pipi juste avant de se coucher, il peut éviter de boire trop le soir, mais on est vraiment dans un blocage émotionnel. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais énumérer petit à petit les raisons qui peuvent générer une énurésie. La première, c'est une accumulation d'émotions trop fortes chez l'enfant, de la tristesse, de la colère, de la peur. Et c'est comme s'il y avait un trop plein pour le corps, et la seule manière qu'il a trouvée pour l'évacuer, c'est de faire pipi au lit. Alors ça peut être des émotions qui sont propres à l'enfant, mais ça peut aussi être des émotions qu'il a pu récupérer chez ses parents, chez ses frères et sœurs, chez la grand-mère et tout ça. À noter que l'enfant, il sera incapable de vous dire si ce sont ses émotions ou celles des autres. Impossible. Et puis, il va être important de l'aider à verbaliser le plus possible ses émotions. Vous pouvez vous aider d'épluches, d'objets, pour que cela ce soit plus facile pour lui. Et par rapport à ses émotions, à ce moment-là, j'explique vraiment aux parents que l'enfant, il est dans la bulle énergétique de ses parents jusqu'à ses 7 ans et qu'il est possible qu'il ressente les émotions de ses parents. Donc à ce moment-là, j'invite les parents à leur dire, ou en tout cas à leur dire, quand vous avez une émotion, ça va être important de dire à l'enfant « je me sens en colère, c'est mon émotion et c'est à moi de m'en occuper parce que je suis l'adulte. Ce n'est pas à toi d'en prendre soin parce que tu es l'enfant. » Et puis, vous avez aussi, en tout cas, j'invite les parents à dire à l'enfant qu'il a le droit de ressentir des émotions, qu'il a le droit de ressentir de la tristesse, de la colère. Plus vous allez accompagner l'enfant dans la gestion de ses émotions, moins ça va avoir de répercussions au niveau du pipi au lit. Derrière l'énurésie, il peut y avoir tout ce qui est en lien avec la mort. Soit parce que j'ai eu peur de mourir dans le ventre de ma mère, soit parce que j'ai eu peur de mourir à la naissance, peut-être parce que j'ai eu peur que ma mère meure à l'accouchement.
Donc ça va être intéressant de retracer tout l'historique. Est-ce que l'enfant il a été conçu après une IVG, une ING, une IMG, après le décès d'un enfant? Est-ce qu'il y a eu une question autour de faire une IVG? Est-ce qu'il y a eu des complications pendant la grossesse, à l'accouchement, etc. Vraiment, de poser le plus de questions possible sur tout ce qui peut être en lien avec la mort. Et si c'est le cas, je vous invite à vous référer aux différents chapitres de cette formation pour mettre des mots sur chaque élément. Et puis l'enfant, il peut avoir peur de sa propre mort. Il peut avoir peur que ses parents meurent. Et en fonction de son histoire, de son vécu, l'enfant, il peut avoir peur de mourir. Pourquoi? Parce qu'il a failli décéder, parce qu'il a vécu de près ou de loin le décès d'une ou plusieurs personnes, parce qu'il a entendu des conversations, des discussions avec la mort, parce qu'il a entendu les informations à la télévision, à la radio, en tout cas tout ce qui va être en lien avec la mort. Et puis parce qu'il peut ressentir que ses parents ont peur de mourir. Ou des parents qui ont peur que leur enfant meure. L'enfant, il va capter tout ça. J'ai reçu tellement d'enfants en séance qui ont commencé à avoir peur que leurs parents meurent à cause du coronavirus. Et puis il y a des parents, ils ont peur de mourir et de laisser leur enfant. Et si c'est le cas, je vous invite vraiment à accompagner en tout cas ou à donner l'envie aux parents de prendre soin de leurs blessures. Tant que les parents ont des blessures, l'enfant il va venir appuyer dessus, il va venir rentrer en résonance. Et il y a des enfants qui vont avoir peur de l'avenir, qui vont avoir peur de devenir grands, de devenir adultes. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, grandir, ça veut dire travailler, travailler dur, en fonction de nos parents, comment ils sont. Si vous les voyez tout le temps travailler, qui passent pas de temps avec les enfants, l'enfant il va se dire ah, non, en fait c'est trop galère d'être adulte, c'est trop galère d'être au collège parce que je vois mon frère et ma sœur galérer, et je vais pas vouloir devenir grand. Ok, avec cette pensée limitante, dans la vie, il faut travailler dur pour réussir, il faut travailler beaucoup pour gagner de l'argent. Quand on est adulte, on doit faire les courses, le ménage, les papiers et tout ça. Donc ça, c'est pareil, ça va être important de demander à l'enfant de quoi il a peur par rapport à devenir grand. Ok, déjà, commencer par ça et puis lui dire devenir grand, c'est ça, ça, ça et ça. Et puis, il peut y avoir des enfants qui ont peur que les parents se séparent. Et je me rends compte à quel point en séance, les enfants ils sont angoissés quand leurs parents se disputent. Pour eux, ça va être synonyme de future séparation. Et chacun, sachant qu'un certain nombre de leurs petits camarades d'école ont des parents séparés, ils vont être persuadés que ça va aussi leur arriver. Donc ils peuvent s'inquiéter et ne pas aborder le sujet avec leurs parents, gardant en eux leurs émotions. Et à ce moment-là, j'invite vraiment les parents à verbaliser, c'est-à-dire que si les parents se sont disputés, vraiment d'aller voir l'enfant et lui dire c'est pas parce qu'on s'est disputé qu'on va se séparer, c'est juste une querelle d'adultes et c'est pas une querelle de grands, parce que souvent on va dire à l'enfant génial, t'es grand, et l'enfant il peut associer grand à être adulte. Donc non, c'est des histoires d'adultes, des fois on n'est pas toujours d'accord, ça veut pas dire qu'on va se séparer. Et puis d'inviter l'enfant à nommer les émotions. Il se passe quoi quand tu vois tes parents se disputer? Quelles émotions tu as? Qu'est-ce que tu voudrais dire à ta mère? Qu'est-ce que tu voudrais dire à ton père? Et puis, il y a des enfants qui sont tristes parce que leurs parents sont séparés. Pour ça, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur comment annoncer un divorce ou une séparation aux enfants. Ça va vous permettre, en séance, avec les objets, de montrer à l'enfant que même s'il y a une séparation, même s'il y a un divorce, le triangle enfant-parent est toujours là et que ce qui est séparé, c'est la relation entre l'homme et la femme. Donc ça va être important de faire verbaliser à l'enfant ses émotions. Comment tu te sens quand tu es chez papa? Comment tu te sens quand tu es chez maman? Est-ce qu'il y a de la colère, de la tristesse, de la peur? Qu'est-ce que tu voudrais dire à papa? Qu'est-ce que tu voudrais dire à maman? De quoi tu as besoin pour aller mieux? Vraiment, voyez toutes les questions qui peuvent vous venir par rapport à ça. L'important, c'est de verbaliser. Et toujours avec les peluches, toujours avec les objets, pour que l'enfant puisse vraiment bouger les objets et faire sa propre histoire. Ça va être important pour lui de dire les choses. Puis il y a des enfants qui vont être tristes parce que leur mère est triste, parce que leur père est triste, parce qu'il y a une séparation. Et ils vont être persuadés que ça va être à eux de prendre les émotions des parents. Donc même chose, si là vous avez les parents ou la mère ou le père en séance, et que la mère ou le père dit je suis triste ou ça me met en colère, de poser les émotions et de faire dire aux parents en fait oui je suis triste, oui je suis en colère, mais c'est mon émotion et c'est à moi de m'en occuper. De cette manière, l'enfant il voit que c'est pas à lui. Derrière le pipi au lit, il peut aussi y avoir une notion d'insécurité. Un enfant il peut se sentir en insécurité si un des parents travaille la nuit. Et ça pareil, ça va être important avec des objets.
De dire, bah, tu vois, quand je pars au travail, j'ai toujours le cœur avec moi, j'ai toujours de l'amour pour toi. Et puis, bah, si c'est maman qui reste à la maison, la nuit, bah, c'est elle qui va se charger de la sécurité, c'est une adulte. Et il y a des enfants qui vont se sentir en insécurité parce qu'il y a eu un cambriolage ou parce qu'ils ont entendu qu'il y a eu des cambriolages, et là, ils vont avoir peur, ils vont se sentir en insécurité. Donc ça va être vraiment aux parents de dire, voilà, mon rôle en tant que parent, c'est d'assurer la sécurité de la maison, on va fermer la porte, on va fermer les volets, on va faire le nécessaire. Je suis l'adulte, je gère la sécurité de la maison. Et puis l'enfant, il peut avoir peur du noir, peur du loup, peur de différentes choses. Donc ça, même chose, je vous invite à vous référer aux différentes vidéos par rapport à ça, pour dérouler l'histoire, pour lui dire, ok, il se passe quoi si il y a un monstre qui arrive. Mais ça, vous avez déjà tout ça dans la vidéo précédente. L'enfant, il peut se sentir en insécurité parce qu'il y a de la violence conjugale, parce qu'il y a de la maltraitance envers lui, parce qu'il habite dans un logement hostile, parce qu'il vit du harcèlement à l'école, parce qu'il est victime d'inceste. Donc avec tout ça, essayez vraiment de poser des questions sur le contexte familial, et puis des fois, quand l'enfant est tout seul en séance, il va plus facilement verbaliser. Donc la même chose, on utilise les objets, on utilise les jouets, pour matérialiser les situations. Comment ça se passe? Quelles sont les émotions? Qu'est-ce que tu voudrais dire? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on te dise? Il y a des enfants qui ne vont pas se sentir en sécurité parce qu'il n'y a pas assez de règles, parce qu'il n'y a pas de non, parce qu'il n'y a pas de limite. S'il n'y a pas de cadre, s'il n'y a pas de limite, s'il n'y a pas de non, l'enfant, il va se sentir en insécurité parce que l'adulte qui est censé être au-dessus de lui, entre guillemets, ne fait pas son rôle. Donc ça donne un enfant qui va être là, et les rôles sont inversés. Si les rôles sont inversés, eh bien comment je peux me sentir en sécurité? Comment? C'est pas possible. L'enfant, il a besoin de ce fameux non. Sauf qu'il y a énormément de parents qui ne savent pas dire non. Il y a énormément de parents qui ne savent pas poser de limites. Pourquoi? Bah si je dis non, je vais pas être aimée. Si je pose des limites, je vais passer pour la méchante. Et on se retrouve avec des enfants qui n'ont pas de cadre. Donc, la première chose à demander, c'est qu'est-ce que ça vous fait de dire non? Pour qui vous allez passer si vous posez des limites? Et ça va être important que les parents aillent bosser là-dessus. C'est certainement des cas qu'ils ont au travail avec leurs conjoints, avec leurs copains, leurs copines. La facilité ou non à dire non, à poser un cadre. Tant que le cadre il n'est pas posé, tant que vous êtes avec des parents qui ne savent pas dire non, l'enfant il va aller chercher les limites. L'enfant il a besoin de cadre. Donc dans ce cas-là, j'invite vraiment le parent ou les parents à faire un travail sur soi pour savoir oser dire non, poser un cadre et être dans une autorité bienveillante. Vous avez une vidéo sur mon enfant ne supporte pas le non, ne supporte pas la frustration et je vous indique comment faire dans cette situation-là. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire en séance. Il peut y avoir de l'énurésie parce que l'enfant ne se sent pas assez bien pour ses parents par rapport à ses instituteurs. On va retrouver énormément d'enfants qui font pipi au lit et qui ont un grand manque de confiance en eux, avec la peur de décevoir, d'être punis, de ne pas bien faire. Et à ce moment-là, il peut être intéressant en tout cas de lui demander quelle attitude a l'adulte face à ses enfants. Est-ce qu'il y a trop d'autorité? Est-ce qu'il n'y a pas assez de douceur, de compliments, d'encouragement? Si l'univers il est vraiment trop strict, trop dur, on peut avoir vraiment un enfant qui se sent mais complètement dévalorisé. Donc là, c'est aider les parents à apporter un peu plus de douceur. Okay, donc ça peut être intéressant de demander à l'enfant qui est autoritaire autour de lui, face à qui il a l'impression de ne pas bien faire. Et même chose avec les objets, on va verbaliser, on va dire qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'aimerais attendre de l'autre. Derrière le pipi au lit, il y a aussi la notion de ne pas se sentir à sa place au sein de la fratrie, de la famille, du monde. Il arrive que certains enfants ne se sentent pas à leur place et se demandent régulièrement pourquoi je suis là dans cette famille, pourquoi je suis sur Terre. Ça peut être des enfants qui vont même parler de mort en mode mais en fait j'ai rien à faire. Ça va être fréquent chez des enfants qui sont nés après une IVG, après une IMG, une ING, à la suite d'un décès d'un enfant. Ça peut être aussi lorsque l'enfant n'a pas été désiré. Ça peut être quand l'enfant n'a pas été forcément bien accueilli par les parents, la famille, les frères, les sœurs. Il peut ne pas se sentir à sa place s'il n'est pas celui qui était attendu. C'est-à-dire que si c'est un garçon et qu'on attendait une fille. Si l'enfant il est trop rapproché de son frère et de sa sœur, même chose, il peut y avoir cette notion de « je n'ai pas de place ». Et il peut arriver aussi cette notion de... Si le jumeau ou la jumelle qui était avec lui dans le ventre est décédé, il peut se dire qu'il prenait trop de place.
Quand cette situation se présente en séance, je dis à l'enfant qu'il a fait le choix de rester vivant, que ce soit pendant la grossesse ou à la naissance, et que par conséquent, il a sa place sur Terre. On choisit nos parents, on choisit de rester vivant dans le ventre, on choisit de rester vivant à la naissance, on fait déjà plein de choix sur la notion de vie, et à partir de ce moment-là, on a notre place sur Terre. Donc par rapport à cette notion de place, ça va être important de poser tous les éléments. Okay, c'est-à-dire qu'il y a la maman, le papa, ou en tout cas les parents, ça peut être un couple d'hommes ou de femmes, ou un donneur, une donneuse, et on va symboliser avec des objets les fausses couches, les IVG, les enfants morts, les enfants bien vivants, et de cette manière, l'enfant, il va voir qu'en fait, ben oui, il y a de la place pour des personnes vivantes, et il y a de la place pour les embryons, ou les fœtus, ou les enfants qui sont morts. Visuellement, il va comprendre qu'il a sa place, et ça, c'est énorme. Et puis, il peut y avoir du pipi au lit parce qu'un réflexe archaïque, notamment le réflexe de Galland, n'a pas été intégré. On va retrouver ça chez tous les enfants qui ne supportent pas les étiquettes des culottes, des boxers. Vous allez avoir des parents qui disent « en fait, je coupe tout le temps les étiquettes ». C'est dû à ce réflexe-là. Ça peut être des enfants qui n'arrivent pas à tenir assis à table ou sur une chaise. Vous voyez, ils vont toujours être au bord de la table ou ils vont toujours se lever. Il y a de grandes chances pour que le réflexe soit encore activé. Ça peut être des enfants qui sont nés par césarienne ou des enfants qui sont nés beaucoup trop vite. J'en parle un peu plus de ce réflexe de Galland dans l'énurésie. Sachez que c'est un exercice ou en tout cas une technique qui demande de l'entraînement. Donc dans ces cas-là, je vous invite à plutôt orienter les parents vers un thérapeute ou une thérapeute qui connaît les réflexes archaïque. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport au pipi au lit. C'est un gros sujet, il y a énormément de questions à poser. Voilà ce que je pouvais vous dire en lien avec le pipi au lit. C'est un gros sujet, derrière ça il y a énormément de choses chez l'enfant mais aussi chez les parents. Donc je vous invite le plus possible à bien détailler, à poser le plus de questions possible aux parents, à l'enfant et de tout symboliser avec les objets. Si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, des pistes de réflexion, je vous invite à me noter tout ça dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir.